Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. La préfecture de l'Isère a autorisé en août 3 tirs de prélèvement de loups dans un secteur bien précis du Vercors. 2 loups ont déjà été tués. Le secteur de Chichiliane, dans lequel de nombreux riverains se plaignent des attaques répétées du canidé. C'est la rentrée pour les étudiants, une rentrée symbolique car la première pour l'université Grenoble-Alpes. L'UGA est née de la fusion entre les 3 universités grenobloises début 2016 et nous verrons avec sa présidente Lise Dumazy quels sont les enjeux à venir pour cette nouvelle grande entité de 45 000 étudiants. Et puis c'était en décembre dernier, un pratiquant de trail était tué par un chasseur en Haute-Savoie. Depuis cet accident, des mesures ont été mises en place et notamment une formation pour les chasseurs du département. Elle s'est déroulée tout l'été. 3000 chasseurs au Savoyard sont concernés. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les principaux titres. Un début de semaine marqué par le coup de colère des habitants de Calais. L'autoroute A16 bloquée, routiers, agriculteurs, riverains. Ils maintiennent la pression sur le gouvernement pour accélérer le calendrier de démantèlement du camp de migrants. Et puis, à vos calculettes, vérifiez vos tarifs bancaires. Toutes les banques ont augmenté leurs frais. L'édition nationale vous expliquera pourquoi. Nous l'avons évoqué ce week-end, 3 loups ont été abattus dans la région, 1 en Savoie et 2 à Chichiliane en Isère. Un secteur qui serait, selon certains, encerclé par plusieurs meutes. Les attaques seraient là-bas quotidiennes depuis quelques mois. Le point avec Aurélie Massé et Didier Albrand. C'est dans ce massif, juste au-dessus de Saint-Martin-de-Clel, que les 2 loups ont été abattus samedi. La veille, 4 nouvelles attaques de troupeaux avaient encore été signalées dans le secteur. Camille Rousseau a perdu 7 de ses brebis. 3 autres sont blessés. En fait, elles sont toutes attaquées comme ça, elles ont un trou de chaque côté. Il y a eu une attaque pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours là depuis le début de l'été. Je pense qu'on est et des loups qui viennent attaquer à côté de la maison. Donc il semblerait que oui, il y en ait quand même plus que ce qu'on imagine ou ce qu'on entend, quoi. La pression est telle qu'avec les différentes meutes qu'on a sur le Vercors, on pense que le problème n'est pas résolu du tout. Maintenant, il faut arriver à garder un équilibre entre la biodiversité et l'existence du loup et l'existence qui est pour nous est vitale de ces petites fermes qui font vivre le pays. Eux dénombrent 4 meutes et décrivent des villages encerclés. Un chiffre exagéré selon la préfecture de l'Isère. Celle-ci ne veut pas aller au-delà des 3 tirs de prélèvement qu'elle a autorisés. D'autorisation de tir, parce qu'on était... Ce nombre de 150 brebis, il revient régulièrement dans la presse en ce qui concerne Chichiliane. Moi, à ma connaissance, c'était 47 brebis. Enfin, la semaine dernière, il y a eu une nouvelle attaque là, donc, sur Chichiliane, donc on doit être un peu plus que 47. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, le loup est un animal protégé. Il est inscrit à la Convention de Berne, donc on ne peut pas tuer des loups comme on tue des sangliers. L'arrêté autorisant les tirs dans le Trièves est d'ailleurs attaqué en justice par 3 associations de protection du loup. Le vice-président de l'une d'entre elles dénonce l'incohérence de la situation française. Selon lui, 5 fois moins de loups qu'en Italie, mais 5 fois plus d'attaques. Il faut aider les éleveurs, mais il faut les aider de façon intelligente. Il faut que les troupeaux soient rentrés dans des enclos la nuit. Il faut qu'ils soient protégés avec des chiens peut-être un peu moins agressifs que les patous bergers des Abruzzes, par exemple. La suite se jouera devant le tribunal administratif de Grenoble. Il décidera le 13 septembre de maintenir ou non l'arrêté. Cette information à lire sur notre site internet alpes.france3.fr. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue à Chambéry. Il doit être interrogé dans le cadre de l'enquête sur l'agression d'un étudiant retrouvé avec une balle dans le ventre à Méry samedi dernier. Article complet sur notre site alpes.france3.fr. Social avec ce mouvement de grève aujourd'hui à l'hôpital de Voiron en Isère. Les salariés craignent la suppression de 50 postes dans l'établissement d'ici à la fin de l'année. Confronté à un déficit, l'hôpital voudrait réduire ses frais de personnel. 3 secrétaires médicales ont déjà été licenciés. Cédric Picot, Franck Serroni. Alexandra est secrétaire médicale. Ses compétences sont reconnues par les médecins et la direction de l'hôpital de Voiron. Elle travaille depuis plus de 5 ans dans l'établissement, mais cette année, son contrat ne sera pas renouvelé. J'ai signé 23 CDD. Et à terme, donc au 2 mai 2017, ça fera 6 ans, ils auraient été obligés de me passer en CDI puisque la loi l'impose. Donc à 7 mois près,
On me remercie de mes bons et loyaux services pour me mettre au chômage. J'ai 4 enfants à charge. En tout, 3 secrétaires sont dans le même cas qu'Alexandra et d'autres pourraient suivre. L'hôpital de Voiron accuse un déficit d'1,5 million d'euros. Il doit faire des économies. Les agents craignent la suppression d'une 50aine de postes d'ici à la fin de l'année. Moins il y aura de personnel et plus il va être difficile de maintenir le même niveau d'activité. Et effectivement, si le même niveau d'activité n'est pas maintenu, moins il y aura effectivement de rentrées financières pour l'hôpital. L'hôpital de Voiron, c'est 850 postes. Ce matin, ils étaient plusieurs dizaines de grévistes à l'Assemblée générale. Médecins et agents hospitaliers plaident pour la qualité des soins et ils s'inquiètent pour leur avenir. D'ici à 2020, l'hôpital de Voiron devra être reconstruit sur ce terrain. Il sera géré sous un statut public et privé. Tout le monde a bien conscience que supprimer encore du monde, c'est aggraver la situation de prise en charge et que sans personne, on ne peut pas se projeter sur le nouvel hôpital puisque c'est actuellement le grand leitmotiv de la direction, le futur hôpital et les économies qu'on doit faire par rapport à ça. Sans personnel, on voit mal comment on peut se projeter là-dedans. Pour poursuivre son projet de reconstruction, l'hôpital de Voiron doit présenter des garanties budgétaires. C'est ce qui explique le plan de performance mis en place dans l'établissement. D'après la direction, la majorité des 50 postes impactés devraient être redéployés. Les agents, eux, prévoient de se remobiliser dès lundi prochain. La grève sera reconduite demain dans 2 collèges grenoblois situés dans des quartiers sensibles. Les enseignants et parents d'élèves déplorent notamment le manque de surveillants et ils l'ont fait savoir à l'inspection d'académie. Jordan Guéant, Dominique Bourget. Ils sont allés crier leur incompréhension sous les fenêtres de l'inspectrice. Parents et enseignants de 2 collèges grenoblois dénoncent la baisse du nombre de surveillants. Pour eux, une aberration dans des établissements classés prioritaires. La prévention de la délinquance commence dans les écoles. Lorsqu'on manque de personnel, on ne peut pas travailler et ça nous inquiète en tant que parents d'élèves. Une grève commencée au petit matin au collège Vercors dans un quartier sensible. 2 postes de surveillants manquent à l'appel. Au quotidien, concrètement, j'ai 4 surveillants par jour pour s'occuper de 400 élèves, à chaque fois qu'ils se trouvent en dehors des classes. Donc sur les temps d'intercours, sur les temps de récréation, tous ces temps un peu importants où la sécurité elle est primordiale. À quelques centaines de mètres de là, même décor et même constat. Au village olympique aussi, les effectifs ont été rabotés. Une véritable erreur pour les parents. L'année dernière, avec des postes en plus, le collège a très bien fonctionné. S'il y avait quand même un taux d'absentéisme, de retard, et que ça perturbe les cours, les retards. Et ça a beaucoup diminué l'année dernière, parce qu'il y a un surveillant qui s'occupait de ça. Une délégation a été reçue par l'inspectrice de l'Éducation nationale, mais face à des avancées jugées peu satisfaisantes, la grève sera reconduite demain. Allez, on ouvre une page rentrée universitaire à présent avec un coup de projecteur sur le campus de Grenoble-Saint-Martin-d'Air. 11 700 étudiants de première année ont pour la plupart découvert cet immense campus ce matin. Jean-Christophe Solari et Gilles Ragry ont suivi un groupe de jeunes inscrits en licence art du spectacle. On regarde le reportage. Suivez le guide. Ce matin, sur le campus de Grenoble-Saint-Martin-d'Air, les groupes de première année se croisaient, sourire aux lèvres, à la suite d'étudiants plus anciens, bons connaisseurs du domaine universitaire, capables de répondre aux questions essentielles. Donc là, on va aller voir les endroits où l'on peut se nourrir. Et c'est important quand on a 18 ans. Juste derrière vous, vous avez une cafétéria qui est bien. Il n'y a pas beaucoup de place dedans, donc il vaut mieux y aller tôt. Et on y mange pour pas très cher. Si vous aimez les frites, il y en a beaucoup pour 1,60 €. Restaurant, bibliothèque, lieu de vie culturel, amphithéâtre, tout est nouveau ici pour ces 11 700 jeunes qui étaient encore lycéens avant l'été. Le campus est très grand et du coup ça aide à se repérer et à ne pas se perdre en première année. C'est important ? Ouais, pour arriver à ses cours à l'heure déjà. Les cours, ces jeunes inscrits en licence art du spectacle sont impatients de les suivre. Théâtre, cinéma, écriture, voilà ce qui a amené Sophie à quitter son Vaucluse natal et Léa sa Bourgogne pour Grenoble. À côté du tram, c'est n'importe quelle question. D'accord. Voilà. Stressée de quitter sa famille, d'être toute seule dans une ville inconnue, mais de la joie parce que franchement, c'est un honneur d'être ici, parce que c'est quand même une grande école. Je rentre enfin dans ce que j'aime. Avant, j'étais en bac pro 20 et là, je suis enfin dans l'art du spectacle qui peut mener à mon futur métier.
Il reste encore à Léa et Sophie une semaine d'intégration avant de s'installer en salle de cours. Ce ne sera pas de trop pour ne plus se perdre dans le dédale des couloirs du campus. Et on reste sur ce campus de Saint-Martin-d'Air avec donc cette rentrée universitaire. Une première pour la nouvelle université Grenoble-Alpes, créée en janvier 2016. L'UGA, c'est le mariage entre les 3 universités grenobloises. Avant d'en parler avec sa présidente, Lise Dumazy, un petit rappel des faits avec Jérôme Ducrot. L'université Grenoble-Alpes, c'est 45 000 étudiants encadrés par 3 000 enseignants. Elle est issue de la fusion de Joseph Fourier, Pierre Mendès France et Stendhal. Ce campus de 175 hectares propose désormais un large éventail de formations couvrant l'ensemble des disciplines universitaires de la licence au doctorat. L'université Grenoble-Alpes a comme objectif de construire des formations en lien étroit avec le milieu socio-professionnel pour favoriser l'insertion des étudiants dans le monde du travail. Autre point fort, ces laboratoires de recherche high-tech qui permettent de travailler sur les technologies de l'avenir. Cette année, l'université accueille près de 699 étudiants internationaux. Elle fait partie des meilleurs établissements mondiaux. Lise Dumazy, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'UGA, l'université Grenoble-Alpes, une rentrée 2016 importante car c'est la première rentrée depuis la fusion donc, des 3 universités grenobloises, Joseph Fourier, Pierre Mendès France et l'université Stendhal que vous connaissez bien pour l'avoir présidée. Comment s'est passée cette rentrée ? Écoutez, pour le moment, ça se passe, je crois, plutôt bien. Nous avons beaucoup travaillé à l'organisation de cette rentrée, en particulier l'ensemble des services et beaucoup de composantes et de personnel, enseignants ou administratifs se sont mobilisés. Et dans l'ensemble, je crois que pour le moment, ça va bien, ça se passe bien. Quels sont les enjeux, Lise Dumazy, de cette donc, grande nouvelle entité qui est née avec l'UGA ? Alors, il y a des enjeux évidemment assez nombreux en termes de capacité stratégique à discuter avec nos interlocuteurs, en termes de visibilité mondiale, en termes d'efficacité territoriale. Pour ce qui concerne les étudiants, je dirais tout ne change pas immédiatement dans leur environnement, parce que les étudiants sont beaucoup dans l'environnement de leurs composantes, mais ils auront néanmoins la capacité à avoir accès à plus de formations pluridisciplinaires, plus d'enseignements pluridisciplinaires. Il y a mercredi 7 un forum des enseignements pluridisciplinaires et ça veut dire qu'un étudiant de sciences du langage pourra aller prendre un enseignement d'initiation de l'astrophysique, pourquoi pas, ou un étudiant d'informatique venir travailler en art du spectacle. Il y a beaucoup d'ouverture donc pour les étudiants, beaucoup d'interdisciplinarité, beaucoup d'occasions de se fréquenter entre étudiants. Et on a l'intention de permettre aux étudiants de les pousser même à se rencontrer dans cette grande université. Et à travailler ensemble aussi. Et à travailler ensemble, voilà, en particulier en formant des projets ensemble qui pourront être soutenus par les crédits de l'IDEX que nous avons obtenus. Qu'est-ce que vous permettent ces crédits justement ? Qu'est-ce que vous permettent ce label IDEX Ce label IDEX, alors c'est un label effectivement déjà qui nous distingue, mais c'est aussi des crédits supplémentaires qui sont apportés chaque année à l'ensemble des établissements du site partenaire de cet IDEX. Nous ne sommes pas seuls, il y a les écoles aussi, enfin les organismes. Et nous avons procédé par des appels à projets dans différents domaines, formation, recherche internationale, valorisation, mais également vie étudiante. Et par exemple, dans le cadre de la vie étudiante, nous lançons en ce moment un appel qui s'appelle Briser les frontières et qui financera des projets étudiants sous réserve qu'il y ait au moins 2 étudiants de 2 filières différentes qui les portent. Et donc l'idée pour travailler ensemble. Qui leur permettent de travailler ensemble. Y a-t-il des filières un peu sous tension ? Il y a trop d'étudiants. Et lesquels ? Oui, il y a des filières sous tension. C'est un peu toujours les mêmes qu'au niveau national. Médecine, pharmacie, droit, éco-gestion, psychologie, STAPS. STAPS est stable cette année. Nous avons une augmentation en médecine et en droit. STAPS est plutôt stable. Et puis, il y a des filières, des doubles licences qui ne sont pas forcément à gros effectifs, mais qui attirent de plus en plus les étudiants. Merci beaucoup Lise Dumazy. En un mot, il y a une grande fête qui se prépare sur le campus pour l'accueil. Voilà. C'est ça, c'est quand ? C'est le 15 septembre, donc c'est aussi ce que nous permet cette université de faire cette grande fête d'accueil des étudiants. Merci beaucoup Lise Dumazy d'avoir répondu à nos questions. Merci.
C'est une initiative unique en France. 3000 chasseurs du département de la Haute-Savoie suivent jusqu'à dimanche une formation à la sécurité. Une piqûre de rappel pour beaucoup d'entre eux, mais un rappel utile. Cette formation a été mise en place à la suite d'un accident mortel. En décembre dernier, un père de famille qui pratiquait la course à pied avait été tué par un chasseur. Ariane Compsavary, Yves-Marie Glos. C'est un rendez-vous obligatoire avant l'ouverture de la chasse dimanche prochain. Chaque participant est soigneusement recensé. Le petit mot à compléter, à nous rendre à la fin. D'ici la fin de l'été, les 3000 chefs d'équipe de Haute-Savoie auront suivi cette formation à la sécurité. Certains sont sceptiques, d'autres plutôt réceptifs. Ça fait déjà 30 ans qu'on chasse, on n'avait jamais eu trop de problèmes. Il y a encore des accidents et si on pouvait les éviter, ce serait bien, quoi. Et puis, il y a des fois, on se dit que ça passe pas loin quand même, hein, au niveau des accidents. Le dernier accident en date est encore dans toutes les mémoires. C'était le 5 décembre dernier, à quelques kilomètres d'ici. Un promeneur tué dans un accident de chasse en Haute-Savoie. La victime randonnait avec sa femme au pied du Sénoz sur la commune de Quintal. Le chasseur est en garde à vue. Si les règles de sécurité avaient été respectées, l'accident aurait sans doute pu être évité. Cet événement terrible nous a tous très profondément affectés. Il nous a rappelé douloureusement qu'il n'y a pas de fatalité, que seul le respect implacable des règles de sécurité et une prise de conscience de tous les instants sont le gage d'un exercice serein de la chasse. Gilets fluorescents, armes déchargées jusqu'à la dernière minute, cas pratique. 2 heures durant, les règles de base sont rabâchées. Mauvaise visibilité, précipitation, peur de rater vis-à-vis des autres. Vous avez vu, en fait, sur les accidents mortels qu'il y a eu en France l'année dernière, le tiers, je crois qu'il y en a eu 3 sur 10, si je ne me trompe pas. 3 sur 10 parce qu'en fait, le chasseur n'avait pas identifié son gibier. Et donc, du coup, il a tiré un petit peu, comme ça, approximativement. Des tirs approximatifs, impensables dans les forêts de Haute-Savoie, très fréquentées par les trailers et autres utilisateurs de la montagne. On ne peut plus chasser comme avant. Avant, des trailers, par exemple, on en rencontrait très peu. Aujourd'hui, quand on va à la chasse, par exemple, des fois à 4 h du matin, quand on chasse chez moi à 4 h du matin, qu'il fait nuit, on rencontre des gens avec des lampes frontales qui sont en train de courir dans les montagnes. Donc voilà, ça c'est la réalité quotidienne de la Haute-Savoie. Et à nous de nous adapter aussi, quoi. Par petites touches, changer les habitudes et les mentalités. L'année dernière, en France, 146 accidents de chasse ont causé la mort de 10 personnes. L'objectif est de réduire ces chiffres à 0. Notre reportage Grande Région à présent nous emmène à Lyon et plus particulièrement au Lactarium de Lyon pour suivre le chemin du lait maternel. Car depuis les décès de 2 nourrissons à Paris, des questions se posent quant au contrôle sanitaire pratiqué dans ces établissements qui fournissent le lait pour les prématurés. Reportage de Farid Haroud avec Patrick Perel. Quand le lait maternel collecté par les hôpitaux de la région arrive au Lactarium, il est congelé. Pour revenir à l'état liquide, direction donc un bain-marie. Ensuite, il passe en univers propre où il est conditionné. Il est étiqueté pour la destination et la traçabilité. La fermeture se fait à l'aide d'une bague inviolable. Mais avant de fermer le flacon, 2 prélèvements sont effectués pour 2 tests bactériologiques. L'un avant et l'autre après pasteurisation. Le laboratoire bactériologique, c'est la phase clé du lait. C'est-à-dire que si les résultats bactériologiques ne sont pas bons, le lait ne peut pas être distribué aux enfants. Donc c'est l'endroit où on accepte, où on rejette en fait le lait une fois qu'il est pasteurisé avant la délivrance. La pasteurisation, 30 minutes à 63 degrés pour détruire les microbes, ce qui permet de recongeler le lait dans une salle de refroidissement pour sa conservation et sa livraison. Il parvient dans les maternités une fois les analyses connues, 48 heures après son arrivée au Lactarium. La priorité, c'est d'arriver à fournir aux enfants prématurés un lait de bonne qualité et qui soit sûr. On sait que les enfants prématurés ont un tube digestif qui n'est pas fait pour digérer du lait. Mais quand on donne du lait maternel, du lait de maman, du lait de donneuse éventuellement, ou du lait de la propre mère, ce tube digestif va arriver à mieux digérer le lait. Au Lactarium de Lyon, on rejette 15% du lait après les tests. On livre surtout 10 000 litres de lait maternel par an. L'établissement rayonne sur toute la région et permet aux enfants prématurés d'Auvergne-Rhône-Alpes de survivre au quotidien. Social avec cette manifestation ce matin devant le centre de tri de Montmélian en Savoie en soutien à 4 responsables syndicaux de la Poste convoqués en conseil de discipline pour avoir bloqué l'entrée du centre de tri de Chambéry le 23 mai dernier. Inquiétude et colère, le point avec le reportage de Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette.
Les faits se répètent. Comme le 23 mai dernier, c'est encore une manifestation contre la discrimination syndicale qui était organisée aujourd'hui. Car c'est bien ce que veulent dénoncer les postiers venus soutenir leurs collègues, représentants syndicaux, qui passaient en entretien préalable à sanction. On a mis en évidence que le dossier de la Poste est vide, à part incriminer les collègues pour la participation à un rassemblement. La Poste ne fait pas la preuve de leur participation à un blocage de la plateforme et ne fait pas la preuve qu'il y a eu des entraves au fonctionnement du service public. Ce 23 mai, alors qu'ils étaient là pour accompagner un collègue qui passait en conseil de discipline, ces responsables syndicaux auraient gêné le bon fonctionnement du centre de tri de Chambéry et pour l'un d'entre eux, interpellé un cadre. Des accusations qu'ils réfutent, mais qui font mal. Ça met en danger l'environnement familial. Et c'est aussi la manière de faire très vicieuse de la Poste, à envoyer des recommandés le samedi en nous accusant de faute sans aucune autre explication. Et le samedi, personne n'est au bureau pour pouvoir appeler sa direction et essayer de savoir. Donc pendant tout un week-end, on cogite sur ce qu'on a pu faire. Donc ça joue aussi ça empiète totalement sur la vie familiale. Venu de Paris, assister aux entretiens, le secrétaire général de la Fédération Sud PTT était plutôt serein. Et là, ce matin, sur les éléments qu'on a eus, sur les âneries qui ont pu être racontées par la direction de la Poste, on est déjà assez optimiste pour la suite. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas que la mobilisation baisse, il faut qu'on soit présent à chaque fois, il faut qu'on soit nombreux et qu'on arrive à dénoncer ça. Dans un communiqué, la direction des services courrier-colis annonce qu'aucune décision ne sera prise aujourd'hui, mais qu'elle s'appuiera sur les recommandations des commissions de ce matin. Les 4 responsables syndicaux risquent 15 jours à 1 mois de mise à pied. Mais si les sanctions sont confirmées, ils envisagent de porter l'affaire devant les tribunaux. On ouvre une page culture avec la présentation à Annecy de la saison 2016-2017 du Centre culturel de Bonlieu, scène nationale. Une saison encore marquée par la diversité des spectacles, cela dans tous les genres, danse, musique, cirque et bien sûr théâtre. Xavier Schmitt avec Christian Mathieu. Ouverture très énergique et sensuelle de la saison au mois d'octobre avec Barbarians. C'est la dernière œuvre du grand chorégraphe Ophès Schechter. Côté théâtre, 2 créations. Après Cyrano de Bergerac, Philippe Torreton joua dans une pièce de Brecht l'irrésistible ascension d'Arturo Rui. Et l'épée à la main. C'est bien. Il sera précédé par Roman Boringer qui va reprendre un classique d'Ionesco. Dans la petite salle, la création de la cantatrice chauve, mise en scène par Pierre Pradinas, avec Romane Boringer. Elle est produite ici, il répète ici. Romane arrive là dans quelques jours, va travailler sur les plateaux pour donner la primeur aux Annéciens. Ensuite, son spectacle qui part en tournée. Le théâtre, la danse, mais aussi le cirque, avec entre autres les jongleurs de la compagnie Gandini. Le directeur de la scène nationale d'Annecy reste fidèle à son credo artistique, faire partager toutes les formes de création au public le plus large. On a pris l'habitude d'élargir le public au fur et à mesure de chaque saison. Par le cirque évidemment, mais par le théâtre, et par la danse. Et on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas un public, il y a des publics. Et que notre marque de fabrique, c'est de les mélanger, toujours les mélanger. Et ça marche. Et ça marche évidemment parce que l'année dernière, on avait 7300 abonnés. Bon, cette année, 4600 le premier jour, ça laisse augurer qu'on va probablement atteindre et dépasser le chiffre de l'année dernière. La musique n'est pas en reste. Une bonne vingtaine de concerts sont à l'affiche dans tous les styles ou presque. Classique, chansons françaises ou encore jazz afro-cubain avec l'illustre pianiste Omar Sosa et son quartet. Et pour finir, cette image, celle de l'inauguration de la nouvelle table d'orientation pour le Mont-Buet, montagne emblématique de Haute-Savoie, entre les communes de Valorcine et Sixfer à cheval. Son sommet offre une vue exceptionnelle, notamment sur le massif du Mont-Blanc. Près de 200 personnes étaient réunies tout de même aujourd'hui pour cette inauguration à 3096 mètres d'altitude. L'ancienne table d'orientation datée de 1954. Elle avait été à l'époque montée à dos d'homme. Cette fois, ça s'est fait par hélicoptère. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations que nous avons développées avec la rentrée universitaire qui s'est déroulée ce lundi. Rentrée nouvelle pour Université Grenoble-Alpes, créée en janvier 2016. L'UGA, c'est le mariage entre les 3 universités grenobloises. Elle rassemble 45 000 étudiants encadrés par 3 000 enseignants. Et c'est la fin de ce journal. Demain à midi, vous retrouverez Daniel Despins. Je serai là demain à 19h. Passez une très belle soirée et à demain.